Donc, j'ai commencé par des études classiques. Donc, j'ai fait un bac normal, un bac ES. Ensuite, j'ai découvert que je pouvais poursuivre mes études en hôtellerie-restauration. Donc, je suis partie en école hôtelière, pardon. J'ai fait 3 ans, j'ai fait un BTS. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle, toujours dans le domaine de la restauration, en création d'entreprise. Après ça, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, notamment j'ai eu la chance de travailler chez Monsieur Paul Bocuse, et de son restaurant à Lyon, je suis partie ensuite aux États-Unis, toujours chez Paul Bocuse, sur le parc Disney, où j'ai aussi travaillé là-bas pendant presque 1 an et demi. Et de là-bas, je suis rentrée en Côte d'Ivoire au début pour faire une petite pause, parce que j'avais beaucoup voyagé quand même un peu à gauche, à droite, donc j'avais envie de faire une petite pause. Et puis, petite pause, j'ai trouvé du travail, donc je suis restée. Et là, ça fait bientôt 2 ans que je suis là, que je suis chef dans un restaurant, et puis ça se passe bien. C'était une belle expérience. Donc voilà, pour l'instant, j'ai posé mes valises en Côte d'Ivoire. Bon, Voilà pour un peu. c'est une grande pause alors. Oui, c'est une grande pause pour l'instant. C'est ça, la petite pause est devenue une grande pause. Une grande pause. Coucou Voilà. Nathalie. Donc voilà pour un peu pour ma petite présentation. Moi, je suis vraiment, j'ai hâte de vous entendre parce que vous faites plein de choses, vous faites plein de choses. Donc j'ai hâte de vous entendre parler un peu de votre parcours et de ce que vous faites. Donc je vous laisse la parole, chef Nathalie. Je vais peut-être vous interrompre pendant pour poser quelques questions, mais la parole est à vous. Bien sûr. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Brigongou. Je suis d'origine camerounaise. Je suis en France depuis 22 ans. Alors, j'ai plutôt un parcours de littéraire de marketing. Après, donc, une licence de français au Cameroun. J'ai travaillé pendant plusieurs années et je suis arrivée en France en 98 pour continuer des études dans la littérature. Donc, j'ai fait un 3e cycle de littérature comparée. Ensuite, parce que quand je travaillais, j'ai fait beaucoup de ventes et je me suis prise au jeu de la vente, sans oublier que la cuisine était ma passion. Donc, j'ai pas fait d'études culinaires très tôt. J'ai toujours cuisiné avec ma maman. Je dis toujours que ma meilleure expérience, mon meilleur apprentissage, ma meilleure école, c'était avec ma maman. Donc, après mon 3e cycle de littérature, j'ai fait un 3e cycle de marketing parce que je me suis prise au jeu de la vente, de la stratégie marketing. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une grande entreprise dans laquelle je travaille toujours, je tiens à le préciser. Parce que les gens sont toujours étonnés que je dise que je travaille à plein temps et que je fais complètement autre chose. Mais toutes ces expériences-là me servent aujourd'hui donc dans ma passion qui est la cuisine et l'écriture. En 2017, je me suis inscrite à l'école hôtelière de Paris donc, pour avoir des bases plus solides. Je dis plus solides en cuisine française puisque ma mère faisait déjà de la cuisine française, puisque moi-même, de par ma vie privée, je faisais déjà la cuisine française et d'autres cuisines. Donc, avoir une organisation particulière qu'on apprend dans une école. Voilà, donc ça, c'était en 2017. Je peux vous demander quelle école? Dans quelle école vous étiez? L'école hôtelière de Paris, qui est la rue Médéric, en face du parc Monceau. Je connais. Voilà. Je connais. Donc, c'est ça. Et puis, donc, j'ai aussi lancé donc, mon concept Envolée gourmande, qui avait d'abord été qui est à la base un blog, envolégourmande.com au pluriel, dans lequel vous pouvez vous abonner. Les recettes sont bien expliquées, elles sont gratuites. Il n'y a pas que des recettes, il y a aussi des études vraiment sur des produits. Donc, au départ, c'était un blog.
Ensuite, j'ai monté une entreprise, donc envolégourmande.com, qui propose des ateliers, qui propose une structure de chef à domicile, de temps en temps du travail de traiteur. Mais toutes ces expériences-là avaient pour but de mettre en avant les produits et les savoir-faire de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Voilà, donc c'était ça. Donc aujourd'hui, Envolée Gourmande continue son bonhomme de chemin. J'ai sorti un livre, bon, je l'ai pas, c'est pas là, qu'on appelle Mon imprécis de cuisine, qui est un mariage entre la poésie et la boulangerie, la pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons, comme je les ai appelées, toujours avec pour but, pour objectif, pour passion de mettre en avant nos produits. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, directement, grâce à notre parcours, on rentre directement dans le thème qui est gastronomie et digital. Et je profite pour faire un petit clin d'œil à Ouj qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette plateforme-là de pouvoir discuter. Ouj, qui est une belle. Ouj, hein? Ouj, c'est ça. Ok. Moi, je disais aux gens Ouj. Donc, Ouj, pour l'instant, qui est sur les réseaux sociaux, mais bientôt, on aura un site internet à part entière. Donc, pour référencer les chefs avec leurs actualités. Pour l'instant, on est sur les réseaux sociaux et on commence voilà, à rencontrer différents chefs, à faire la promotion et puis avoir ce genre de discussion-là pour plus tard évoluer sur un site internet. Donc, quand on retourne dans notre thème gastronomie et digital. Oui. Oui, donc excusez-moi, c'est moi, Francis, l'instigateur de Ouj. On a une petite équipe hein, qui sont un peu partout en train de vous voir. Et en fait, Ouj, c'est un site pour les restaurants et puis pour les chefs. Et en fait, c'est vrai qu'on est en cours de développement du site qu'on doit avoir. Ça prend un peu de retard avec le Covid. Mais l'idée, c'est d'avoir sur un site internet tous les chefs et tous les restaurants africains et caribéens dans le monde. C'est ça l'idée. Et donc, on fait des webinars pour les francophones. Ça, c'est celui des francophones. Mais on fait aussi ceux des anglophones pour qu'il n'y ait pas cette distinction-là. Donc, il y a des chefs qui sont aux États-Unis, des chefs au Kenya. Donc, voilà, faire la promotion de tout ce monde, les faire travailler ensemble. Voilà, chef Alison, je vous laisse la parole. Alors, donc, je disais gastronomie et digital. Alors, c'est pas souvent qu'on voit des chefs qui ont des activités suivies comme vous travaillez à temps plein et tout ça, qui ont des blogs et ce genre de choses. Donc, j'aimerais savoir, en fait, comment est-ce que vous faites déjà dans un premier temps pour allier toutes vos activités avec la gestion du blog, la gestion de envolégourmande.com. Comment vous arrivez à partager votre temps? Je pense qu'il y a autant de, si on peut appeler ça chef, autant de chefs que de parcours. Donc, chacun a sa sensibilité, chacun a son background, chacun a des études qu'il a faites ou pas. C'est-à-dire, je veux dire des études formelles, comme aussi des gens qui se forment sur le tas. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais pensé à avoir un restaurant. Parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est la transmission au plus grand nombre. Je travaille avec des restaurateurs. Disons que chacun a son rêve. Moi, le mien, c'est vraiment je vais m'aller très loin, d'aller dans l'innovation du produit. C'est-à-dire, je prends un produit, je dis jusqu'où je peux aller avec ce produit-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la banane plantain? Il n'y a pas que les frites, il n'y a pas que, je ne sais pas comment vous appelez ça en Côte d'Ivoire. La banane pilée, le plantain pilé, voilà. Vous appelez ça foutou, on mange ça au Cameroun. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, je veux dire qu'il y a une palette large de professionnels de la gastronomie et tous ne peuvent pas faire la même chose. Moi, j'estime que on fait avec ce qu'on a comme compétences, avec ce qu'on a comme moyens, avec ce qu'on a comme vision et avec parfois aussi ce que le marché nous montre. Parce qu'il y a beaucoup de chefs aujourd'hui que je connais qui n'avaient jamais pensé à travailler beaucoup dans le digital, mais qui sont presque obligés de par la conjoncture sanitaire, quoi. Exactement. Donc, comment j'allie toutes ces activités-là? Déjà, pendant 4 ans, je me suis consacrée à Envolée Gourmande, c'est-à-dire de 2016
à fin 2019. Donc, je me suis formée, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des concours, j'ai participé par exemple à We Eat Africa, qui est le premier festival des cuisines noires à Paris, où j'ai eu la surprise d'avoir le prix du public. Parce que pendant longtemps, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, puisque j'étais avec des chefs qui cuisinent de façon professionnelle depuis très longtemps. Moi, j'ai fait plusieurs choses et je continue à faire plusieurs choses parce que chacun a sa personnalité, c'est comme ça que je suis. Donc, quelque part, vous vous dites, ils connaissent tellement de choses que moi, je ne peux même pas arriver à leur cheville. Donc, quand on m'appelait à ce festival, déjà, j'étais étonnée. Et quand le public a dit que c'est, du moins, pour ce qui était, il y avait 2 étages, parce qu'il y a aussi le chef Coco qui avait gagné au 2e étage. Donc, ils plébiscitaient ce que j'avais proposé. J'avoue que ça m'a beaucoup touchée et ça m'a étonnée en même temps. Donc, ça m'a confortée dans l'idée que, quels que soient les cheminements, quels que soient les parcours qu'on a, si on a une vision, si on a une conviction, et surtout si on travaille, parce qu'on ne va pas s'asseoir et dire « Ouh, j'ai une conviction » et puis tout tombe sur… Voilà, non. Et surtout si on travaille, on se remet en question, on travaille, on peut arriver à atteindre certains objectifs et à ce que les gens, même de la profession, reconnaissent votre compétence. Voilà. Donc, comment j'allie tout ça? C'est que pendant 4 ans, je me suis consacrée donc, à Envolée Gourmande. Ça fait que aujourd'hui, Envolée Gourmande a une petite notoriété. Donc, les gens prennent Envolée Gourmande au sérieux. Je travaille à plein temps sur autre chose qui est dans la vente, qui est dans le marketing, pour plein de raisons. Et ce travail-là permet même aussi à Envolée Gourmande de grandir. Donc, il faut s'organiser. Il ne faut pas tout faire. Il faut choisir des choses dans lesquelles on se sent bien, avec lesquelles on peut partager, dans lesquelles on a une certaine expertise et qui peuvent aussi nous rapporter de l'argent pour pouvoir faire autre chose. Donc, ça veut dire que je suis obligée de choisir les choses, les projets dans lesquels je m'engage, de m'organiser et voilà, pour le moment, j'y arrive. Et en dehors de ça, je ne parle pas de tous ceux qui m'accompagnent parce que ça, c'est important. Mon mari, ma fille, qui ce matin a mis en courant, parce que je ne lui ai pas dit ça depuis hier, des lumières pour qu'on me voit quand même bien. Il y a plein de gens qui sont derrière. Ma sœur, ma mère qui m'accompagnait. Donc, on ne peut pas faire tout seul. Voilà. Donc, c'est un peu une entreprise familiale, quoi. Vous avez du soutien de la part de tout le monde. D'accord. Et des amis aussi. Il y en a certains qui sont là. Et des amis qui m'encouragent, qui avaient des choses à faire ce matin, mais qui se sont connectés parce que bon, c'est des soutiens de longue date. Voilà. C'est génial. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai tardé avant d'intervenir, mais je suis la journaliste Ouattara Maïmouna. Chef. Bonjour Maïmouna. Comment vous allez? Très bien, et vous? Dieu merci, je vais bien aussi. D'accord, moi je voulais poser une question. Je voulais savoir comment vous arrivez à vous en sortir avec les réseaux sociaux et quel type de réseau social vous recommandez à d'autres chefs? Alors, j'avoue que pendant un moment, j'ai beaucoup travaillé avec Facebook. Oui. Je suis toujours sur Facebook, mais un peu moins. Je travaille beaucoup plus avec Instagram, que pour le moment, je trouve plus simple pour moi. J'ai pu constater que la différence entre les deux, c'était quoi? C'était que quand j'étais exclusivement pendant un moment sur Facebook, ou beaucoup plus sur Facebook, Facebook vous fait voir comment dire ça, les publications de vos amis, donc des gens que vous connaissez déjà ou des amis de vos amis. Donc, j'estime qu'on reste toujours dans le même cercle. Sur Instagram, il suffit que vous postiez quelque chose, que vous mettiez donc des hashtags en fonction de type, peut-être de public que vous visez ou de type de nourriture que vous avez proposé pour que quelqu'un fasse un commentaire, que ce soit de Chine, de Russie ou de Côte d'Ivoire.
Donc, j'ai trouvé, pour ma part, que c'était plus large. LinkedIn, mais quand on a déjà 2 réseaux sociaux, il faut encore pouvoir les suivre. Donc, de temps en temps, je vais aussi sur LinkedIn. Je devrais mieux travailler cette cible-là parce que c'est quand même une cible très professionnelle, très engagée. Donc, qu'est-ce que je recommande aux restaurateurs? Première chose, d'avoir un site Internet. Ça a l'air banal, mais il y a des gens qui n'ont pas de site Internet. Alors, est-ce que vous pensez que le site Internet est plus important que le réseau social de nos jours? Parce que j'ai l'impression que les gens vont plus aller chercher un Instagram, un LinkedIn, un Facebook, qu'aller sur un site Internet qui peut sembler un peu aujourd'hui obsolète, on va dire entre guillemets. Peut-être que j'ai une appétence, une fascination pour les choses obsolètes. non, mais je veux votre avis à vous en tant que chef. Par exemple, si vous devez, par exemple… Mais moi, j'insiste sur le site Internet. Pour moi, le site Internet me fait penser aux livres. Pendant longtemps, on a dit que les livres n'étaient plus à la mode. C'est maintenant les réseaux sociaux. Il faut tout dématérialiser, il faut tout digitaliser. Je suis très réseaux sociaux, mais je suis très livre aussi. D'accord. Okay. Le livre, on peut le tenir, on peut l'échanger, on peut le humer, on peut le sentir, on peut l'offrir. Le site Internet, même si c'est un site vitrine, même si c'est quelque chose de très simple, il permet quand même de mettre votre nom, de mettre votre activité, de mettre vos coordonnées, de mettre vos horaires, de mettre parfois vos spécificités. Le site Internet va compléter les réseaux sociaux. Je ne refuse pas les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de très instantané. Les jeunes y vont beaucoup, ok. Mais le site Internet vous fixe quelque part. Et avec cette fixation-là, vous pouvez vous déployer. Donc, moi, je recommande quand même de faire un site Internet. Je ne dis pas d'y passer sa vie. Hein. Oui. Même c'est quelque chose de très simple. Je ne parle pas d'un blog. Parce que le site Internet institutionnel, c'est ça que je demande déjà. Franchement, mettez le nom, l'activité, les coordonnées. Est-ce qu'on réserve ou pas? Comment on peut faire pour réserver? Il y a des gens qui iront toujours sur le site Internet peut-être pour réserver une place dans le restaurant. Il y a des restaurateurs qui me disent « Ah, moi, je ne suis pas dans le digital. » Si vous avez un site Internet et que les gens réservent à distance, vous êtes dans le digital. Parce qu'on aurait peut-être dû déjà définir les mots avant de continuer. Voilà, qu'est-ce que la gastronomie et qu'est-ce que le digital? Alors, je vous écoute. Dites-moi, donnez-moi votre opinion sur ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Donc, la gastronomie, on peut définir la gastronomie comme l'ensemble des connaissances qui sont liées à l'alimentation ou à la nourriture. Mais la gastronomie est plus large que ça. Parce que la gastronomie, c'est non seulement des connaissances, non seulement des règles, mais la gastronomie, c'est aussi des outils qu'on utilise, c'est aussi des rituels, c'est aussi des savoir-faire, c'est aussi des manières de vivre. Donc, la gastronomie, elle a un art, ça peut… Excusez-moi, je vais demander à Laurette de couper son micro, s'il vous plaît, parce que ça fait un bruit de fond. Ah oui. Chef Nathalie, je vous écoute. Pardon. Je recommence à quel niveau? La gastronomie ou… Oui, non, c'est bon, je vous ai entendu pour la gastronomie. Vous pouvez continuer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Francis, est-ce que tu peux couper son micro? Donc, je disais que la gastronomie, donc c'est à la fois, donc pour résumer, c'est à la fois un art avec des règles, des connaissances, c'est à la fois des outils aussi. Je disais des outils qui vont jusqu'au savoir-faire, aux manières de cuisiner, aux produits. Qu'est-ce qui se passe? Petit problème technique. Est-ce que je fais aléas du direct? Oui, allez-y, continuez. Donc, c'est à la fois un art, des outils et même une culture. Parce qu'on peut parler de la gastronomie ivoirienne, la gastronomie sénégalaise, la gastronomie mauritanienne, même une culture. Et ça peut m'aller de façon très localisée. Parce que la gastronomie ivoirienne, c'est très vaste. Vous allez dans telle région, vous allez trouver telle manière de faire, dans telle autre région, telle autre manière de faire. C'est vrai.
Mais disons que notre thème, je pense, est plus orienté vers la restauration en général. Au-delà de la gastronomie qui regroupe Gastronomie, oui, la restauration en général, oui. la gastronomie qui regroupe tout. Dans la gastronomie, on trouve la restauration. Donc, la restauration, en général, ce que les gens disent, c'est l'ensemble des établissements qui peuvent proposer de la nourriture. Ou la nourriture qu'on propose dans certains établissements. Oui. Donc, pour restaurer et manger. Alors, quand on parle de digital, non seulement on parle des gens qui ont des restaurants physiques, et on parle aussi des gens qui n'ont pas de restaurant physique. Exactement, c'est ça l'intérêt du digital. Qui proposent à manger. C'est ça. Aussi. Donc, ça veut dire que le digital, digital, parce que j'aime bien qu'on définisse les mots, donc digital donc, vient de doigt, donc de doigt, en fait, ça vient digitalis qui vient de latin, qui signifie l'épaisseur d'un doigt. Donc, c'est tout ce qu'on fait à partir d'un doigt sur des appareils comme l'ordinateur, le téléphone, voilà. Donc, ça vient aussi de anglais le nombre. C'est pour ça qu'en français, on parle souvent de numérique. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro et du coup, ça fait un peu de. Et qui est en train de discuter. Ouais. Ah, ça y est, c'est bon. OK. C'est bon. Ah, chef, on vous écoute. Oui, donc je disais que le digital donc permet, donc j'ai expliqué donc l'étymologie rapide du mot digital, donc permet d'utiliser les nouveaux moyens. En fait, on dit nouveau, ça fait des années quand même que ces moyens existent. Que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur. Maintenant, ça va très loin, mais ces moyens existent depuis longtemps. Pendant plusieurs années, je ne sais pas si ça continue, des gens, des particuliers, ça fait très longtemps, entre eux, s'appelaient pour manger chez l'un, chez l'autre, parce qu'ils étaient passionnés de nourriture, tout simplement. Et c'était parfois gratuit, mais parfois c'était payant. C'était comme si c'était des restaurants chez les gens, et ce, dans le monde entier. Quelqu'un pouvait quitter le Tchad, N'Djamena, et arriver à Dar es Salaam, et puis s'inscrire sur un meet-up, et aller manger dans un endroit qui n'était pas un restaurant classique. Donc, il y a plusieurs formes de restauration aujourd'hui qui n'empêchent pas la restauration plus classique d'exister. Pas du tout. Et la restauration plus classique aussi prend les codes de ces choses un peu plus, comment dire, immatérielles pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Donc, si je prends un exemple, des exemples même, ici en France, il y a par exemple deux frères qui sont guadeloupéens et camerounais, qui se sont beaucoup illustrés par un food truck. Mais ce food truck-là, voilà. Et les gens les connaissent partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Donc, quand ils arrivaient à un endroit, ils faisaient presque un live Instagram où on est à tel endroit, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, bon, malgré les difficultés qu'il y a, surtout que ici, chez nous, on a tout formé, qu'ils aient un restaurant physique avec le camion et qu'ils aient des points de vente dans des monoprix. On n'en pas chez Monoprix comme ça. C'est vrai. Tout en ayant une vraie stratégie digitale. Avec Instagram particulièrement. Donc, il y a un autre restaurant aussi, ils en ont même déjà deux, des gens avec qui j'aime beaucoup travailler. Donc là, je parlais de New Soul Food au début. Les autres, là, c'est par exemple, Bemta Paris Bamako, c'est des frères qui sont maliens, mais qui sont restaurateurs et qui utilisent beaucoup le digital. Et pas seulement le digital, ils sont aussi dans la presse classique, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va, comment dire ça, on va mettre en opposition les deux types de médias. Les deux types de médias, voilà. Il y en a qui se déploient très bien de façon digitale. J'en connais même au Cameroun. Je connais quelqu'un qui a un restaurant. Il n'a pas de restaurant. Il vend de la nourriture. Il n'a pas de site particulier, mais il travaille surtout avec les réseaux. Il suffit qu'il poste une nourriture en disant « je vends ça, ça, ça aujourd'hui » pour qu'il ait des clients.
Ça n'empêche pas aujourd'hui que certains grands restaurants, même dans la très haute gastronomie, fassent aussi du digital. Donc, je disais que ces deux frères-là travaillent beaucoup avec le digital parce que ils ont une telle proximité avec les clients que parfois les clients deviennent des ambassadeurs pour un restaurant. Donc, vous avez un restaurant classique, mais c'est tout un travail pour aller sur les réseaux sociaux, pour récolter aussi ce que les gens veulent, ce que vous avez fait là. Est-ce que les gens ont besoin de poser des questions? Vous avez donné une adresse mail. Un restaurant peut faire exactement la même chose pour savoir de quoi les gens ont besoin. Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait une carte qui soit un peu plus végétale? Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait des choses précises? Ils veulent peut-être du pain sans gluten, j'en sais rien. Mais il faut aussi être à l'écoute des clients. On ne va pas changer son restaurant, non, mais on est à l'écoute des clients et on adapte certaines choses pour que son restaurant puisse continuer à plaire aussi. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'en étant autant dans le digital, on perd un peu ce petit côté où on met on met un peu de sa personne dans la cuisine, en étant autant drivé par l'envie de se faire voir, l'envie de pouvoir attirer du monde et tout. Est-ce qu'on ne dilue pas un peu son essence? Moi, je ne pense pas. Ça dépend de la façon dont on utilise le digital. Si je parle pour moi, je ne dilue aucune essence du tout. Je ne dilue aucune essence. Je poste pas le millième de ce que je fais. D'accord. Donc, je ne dilue pas mon essence. Disons, si je parle pour moi, je suis sur les réseaux sociaux aussi parce que quand vous n'avez pas un point fixe où les gens puissent vous trouver, il faut qu'ils puissent vous voir quelque part. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai le blog depuis 5 ans, j'avais des demandes de vente de nourriture et que moi je refusais. Je disais aux gens, j'ai tout expliqué dans le blog, la recette, elle allait à faire vous-même. La personne me disait, mais non, je veux que vous me fassiez cette recette. Donc pendant longtemps, j'ai dit non. Donc je ne pense pas, pour ma part, diluer mon essence. Non, au contraire. Donc maintenant, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux pour un vrai restaurant physique, aussi, là je vais les défendre, qu'on dilue son essence. Non. On montre certaines choses, on ne montre pas tout. Ça permet d'attirer aussi une autre forme de clientèle, peut-être qu'on n'aurait pas eu autrement. Mais je ne pense pas qu'on dilue son essence. C'est comme dans tout, vous pouvez avoir un restaurant physique, vous n'êtes jamais sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites est excellent. Comme vous pouvez passer votre temps sur les réseaux sociaux et vous ne faites rien de bon non plus. Donc, je pense que ça dépend aussi de la personne, en fait. De la personne, de son honnêteté et de sa vérité. D'accord, ok. D'accord. Et alors, je reviens sur votre parcours littéraire. Oui. Comment est-ce que vous intégrez ça dans votre comment vous intégrez ça dans votre vie de tous les jours? Parce que j'ai regardé un peu dans Volée Gourmande, même vos textes sont très bien écrits. C'est voilà, on sent la poésie derrière et tout. Donc, au quotidien, comment est-ce que vous continuez à intégrer ça? Parce que ça semble être aussi votre passion, je pense, en plus de la cuisine. Ah oui, donc, oui, c'est deux de mes passions. C'est deux de mes passions. Vous avez écrit un livre. Oui, attends, je vais vous le montrer, parce que là, c'est impossible. Alors, il est là. Donc, il s'appelle, Mon imprécis de cuisine. Mon imprécis de cuisine parce que il y a beaucoup de recettes que j'ai faites sans modèle, donc de façon imprécise. Parce que comme j'aime travailler nos produits, comme je vous l'ai dit, il y a la farine de patates douces, il y a la farine d'igname, il y a la farine, il y a le tamarin, il y a le moringa et le mil que j'ai inséré dans du pain. Voilà, j'avais pas vu ça ailleurs. Donc, ce sont mes choses, en fait. concoctées. Donc, c'est ce que je disais. Je prends un produit, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec lui? J'étais complètement nulle en chimie, en physique, tout le monde rigole à l'école, mais j'ai l'impression que c'est ce que je fais dans ma cuisine, quoi. Donc, j'essaye des choses parce que, comme je vous l'ai dit, on a tellement de produits il faut qu'on les montre, quoi. Il faut qu'on les montre. C'est vrai. Donc, comment la littérature m'accompagne, ou la poésie surtout m'accompagne. Donc, dans ce livre-là, il y a 50 recettes, mais il y a aussi 12 poèmes.
dans un de Birago Diop, parce qu'il parle des mots qui ne sont pas morts, c'est aussi un hommage à ma mère, mais le reste, c'est de moi. La moitié des poèmes sont sur les mets, sur les plats, sur des produits, et l'autre moitié sur l'absence par rapport à ma mère qui m'a tout appris en cuisine. Donc, je veux dire que la poésie est toujours avec moi, elle est toujours là. J'ai des ateliers d'écriture et de cuisine, c'est-à-dire je fais des ateliers, que ce soit avec des particuliers ou des entreprises, pendant lesquels on va écrire sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est en train de faire. Et moi, mon travail, c'est de pousser les gens, les accompagner, les challenger, les aider, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi, je ne sais pas écrire, je ne peux pas écrire. » Et c'est souvent ces personnes-là qui ont des meilleurs textes. Oui. J'ai aussi constaté qu'il y a des gens qui ne veulent pas écrire pendant les ateliers parce qu'ils font beaucoup de fautes. Il faut aussi dire ce qui est. Donc, moi, je leur dis, me donnez les textes, je corrige les textes, et ceux qu'on va rendre publics, ce sont des textes déjà corrigés. Et là, tout de suite, vous voyez comment la personne se détend et sort des choses magnifiques. Donc, pour moi, que ce soit la poésie, que ce soit l'écriture plus classique, est au service aussi des mots, des mets. C'est pour ça que je dis que je fais des mets et des mots, au service des produits. Voilà, parce qu'Envolé Gourmande a plusieurs piliers. Donc, le premier qui était donc la valorisation, même pas la valorisation, ils sont valeureux, nos produits. La mise en avant de nos produits et de nos savoir-faire, revendiquer l'émotion en cuisine, et mon émotion passe par l'écriture. Pour moi, au-delà de la technique, parce qu'il y a des gens qui sont tout techniques, très bien. Moi, je ne revendique aucune technicité. Je me dis que l'émotion que j'ai à faire un plat m'aidera à faire quelque chose de magnifique. On trouvera que c'est technique. Moi, je trouve que non. Moi, c'est l'émotion qui m'a guidée. Et le troisième pilier dont je ne parle pas beaucoup et que je vais développer aussi beaucoup plus, c'est lutter contre l'illettrisme par le biais de la cuisine. Parce que tout le monde, même ceux qui ont des difficultés, et pas seulement en français, hein. Quand je dis l'illettrisme, c'est dans toutes les langues. Dans toutes les langues, d'accord. Donc, tout le monde a une Madeleine de Proust, c'est-à-dire quelque chose avec laquelle il a grandi, des produits qu'il aime. Voilà. Donc, tout le monde a quelque chose à dire. D'accord. Donc, c'est dans ce sens que l'écriture m'accompagne dans tout ce que je fais. C'est pour sublimer ce truc-là. Oui. C'est génial parce que la cuisine, c'est vraiment un partage, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec amour, qu'on fait avec des sentiments, des émotions. Alors, lier ça à l'écriture, c'est une idée de génie, en fait. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Je trouve ça fantastique. Parce que c'est vraiment un moyen d'expression qui permet de justement utiliser ses émotions aussi. Donc, je trouve ça top. Et pour avoir lu le livre, il est exceptionnel. Voilà, donc voilà, ça confirme ce que je dis. Attendez que je vois là, c'est le chef Grasse. Oui, c'est ça. Oh là là, au fait, ça va, merci. Et bravo. Mais de plus, je suis en train de t'écouter. Bravo pour ta nomination, top. C'est génial. Et du coup, voilà, j'ai perdu le fil. Je voulais poser une autre question. Voilà. On finit avec l'écriture. On finissait avec l'écriture. Voilà. En ce qui concerne les produits, est-ce que vous avez des endroits particuliers où vous fournissez, où vous pouvez suivre, vous savez que les produits viennent directement de tel ou tel endroit? Est-ce que vous avez des vendeurs particuliers, des produits particuliers? Comment est-ce que vous faites pour fournir vos produits? Alors, il y a plusieurs endroits. Il y a le digital, il y a aussi le physique. D'accord. Finissons avec le digital. Il y a des sites. Moi, je ne sais pas. Vous voulez que je les donne ou que je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, c'est vraiment. En fait, moi, je parle plus parce que vous êtes beaucoup centré sur nos produits. Voilà, les produits africains. En fait, où est-ce que vous Il y a des sites internet qui, surtout pour ce qui est des farines, qui vendent nos produits. Tout ce qu'il faut. Il y a des produits que je fais venir du Cameroun. Voilà, c'est là où je vais en venir, en fait. Voilà. D'accord. Que je fais venir directement. Il y a, et il ne faut pas qu'on s'y trompe, des magasins bio qui vendent déjà beaucoup de nos produits parce qu'ils ont bien compris. C'est-à-dire, si vous voulez voir la tendance, allez dans les magasins bio. Ils ont très bien compris que nous avons beaucoup de produits qui sont bons pour la santé, qui sont certains qui sont, beaucoup qui sont sans gluten, d'autres qui permettent une alimentation complète, même pour les gens qui sont complètement véganes, parce que nous avons des choses comme par exemple
les feuilles de moringa sous toutes les formes, hein, fraîches, séchées, en poudre et tout ça, que certains programmes des Nations Unies ont même inclus dans l'alimentation parce qu'il y a autant de protéines dans ces feuilles que dans de la viande. Donc, j'exhorte nos agriculteurs, nos frères, nos sœurs, tout le monde, nous avons des trésors entre les doigts et dans nos terres qu'on arrête de vendre en désordre parce qu'à un moment, on aura des produits, mais on n'aura plus de terre. C'est ça. C'est ça. Alors, voilà. Donc, pardon, oui, je termine juste par... bon, ça, c'était le faire venir du Cameroun, Internet, les magasins bio. Il y a aussi des magasins en France. Moi, je connais une fille qui travaille avec son frère, qui a déjà ouvert 2 magasins et qui fait venir directement les produits donc, des pays où ils sont cultivés, les pays dans lesquels elle va régulièrement, les plus dans ces pays-là qu'en France d'ailleurs, parce qu'elle suit vraiment la filière. Les gens qui remplissent plein de pesticides, hop, elle arrête tout, quitte à changer, soit elle travaille avec vous pour vous aider à faire des choses un peu plus légères, d'une agriculture raisonnée, ben, soit elle change de fournisseur. Donc, je sais que vraiment, les choses qui sont chez elle sont top. Elle vient d'ouvrir un 2e magasin en France. Voilà. Et puis, j'ai un tout petit, alors là, c'est tout petit, hein, un tout petit jardin, tout petit, dans lequel je cultive aussi des choses, des graines, comme on voyait du Cameroun. J'étais au Sénégal, j'ai fait la pastèque, et puis de petites choses que je cultive aussi. Voilà. D'accord. Alors, justement, c'est là où je veux en venir. Donc là, vous me donner une belle porte de sortie en ce qui concerne les agriculteurs justement qui font les produits locaux. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de les mettre en avant parce que nos produits sont souvent pas assez visibles, comme vous disiez, vraiment les mettre en lumière et les mettre en avant. Parce que je pense, on a discuté avec d'autres chefs dans les sessions précédentes, on est tombé d'accord sur le fait qu'on avait aussi une responsabilité, nous, en tant que chefs, de mettre en valeur nos produits locaux, nos artisans locaux. Alors, est-ce que vous pensez que justement, à travers le digital, on n'a pas cette responsabilité-là, par exemple, de mettre nos fournisseurs, de mettre les agriculteurs en qui on a confiance et ce genre de choses? Est-ce que ce ne serait pas une manière de faire leur promotion aussi, de les accompagner et même de leur permettre d'avoir par la suite d'autres clients, d'autres chefs qui, en ayant suivi, se disent « Ah, un tel se produit chez telle personne, moi aussi, je pourrais aller là-bas ». Je suis complètement d'accord avec vous et je vais répondre que ça fait très longtemps que j'ai commencé à parler des produits de chez nous. Alors, même si je n'ai pas pris une photo avec tel agriculteur, pour le moment, le travail que j'ai fait, même si c'est un petit travail, c'est quand même un travail de fourmi parce que il y avait des gens, quand je parlais de nos produits locaux, même des Africains qui n'y croyaient pas, qui me disaient tes mélanges bizarres avec la farine de banane plantain ou la farine d'igname, je ne sais pas ce que c'est. Donc maintenant, c'est devenu un peu à la mode, tant mieux. Ouais, c'est ça. Mais j'estime que le travail que j'ai fait et d'autres aussi, ça a permis, donc, en parlant de nos produits, même si on n'a pas mis en avant un agriculteur précis, ça a permis de vivifier des filières qui ont touché ces agriculteurs-là. Mais là, il faut qu'on passe à un autre stade. Ça, je suis d'accord avec vous. À quelque chose de plus identifiant. Ouais, c'est ça. Sur les sources. Voilà. Donc, c'est pour ça que dès le départ, je vous disais, j'ai des objectifs, j'ai une vision, j'ai des projets. Voilà. Donc, ces projets-là tendent à être plus sur ce terrain-là que, même si c'est à ma petite façon, j'ai aussi contribué à mettre en avant sans distinguer un agriculteur précis, mais en parlant de nos produits. Parce que quand les gens me contactaient depuis ce temps-là en disant où on trouve la farine de ci, la farine de ça, où on trouve telle et telle épice, si je leur donnais les coordonnées des gens qui les faisaient, c'est des gens qui travaillent en direct avec ces agriculteurs-là. Donc, moi, je ne me suis pas mise avec eux, ok. Il y a des choses qui vont changer plus tard, mais j'estime que tout le monde qui parle des produits qui viennent directement de chez nous met en avant ces agriculteurs-là, même c'est indirectement. Voilà. Et puis, je travaille aussi avec des gens, ça c'est sur les épices,
Donc, je suis sûre du travail parce que les épices, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, de très particulier. Si j'achète une épice qui est déjà moulue, il faut que je sois sûre de ce qu'il y a dedans. Donc, si je ne suis pas sûre de la traçabilité, de la sécurité, du sourcing, de là où ça vient, de comment c'est fait, moi, je ne vais pas acheter l'épice moulue. Je vais acheter une épice que je veux moudre moi-même. Donc, moi, je travaille depuis quelque temps avec quelqu'un qui fait des épices moulues, mais dont je suis sûre de la provenance des épices. Et ces épices-là viennent d'un endroit particulier, travaille avec sa mère, sa sœur, sa cousine et des agriculteurs. Disons que un moment, on va aller à quelque chose d'un peu plus identifiable, mais j'estime que, OK, je peux faire beaucoup plus, comme nous pouvons faire beaucoup plus, mais pour ce qui me concerne, le peu que j'ai fait concernant la mise en avant de nos produits, même le fait d'en avoir parlé dans les livres, les gens aussi les achètent de plus en plus et ça impacte les agriculteurs. Mais il faut les mettre, il faut les mettre plus, mais il faut les mettre plus en avant. Et en fait, leur métier est très difficile, mais montrer aussi que c'est un métier qui nourrit des gens partout dans le monde et qui est sexy, quoi. C'est ça. Mais c'est déjà beaucoup ce que vous avez fait. Comme vous dites, c'est un travail de fourmi et de longue haleine. Donc, ce que vous avez fait, c'est déjà beaucoup. Je vois dans les questions qu'on nous demande des noms de fournisseurs. Je félicite la petite Grâce, parce qu'elle a fait un énorme travail avec les agriculteurs de Côte d'Ivoire. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Donc, on nous demande des noms. On nous demande des noms de fournisseurs, des noms de producteurs. Donc, si vous n'avez pas de souci à les laisser en commentaire, ce serait top. Et puis après, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Alors, je voudrais juste préciser qu'il y a des gens qui vendent nos produits, des gens qui sont africains, des gens qui ne sont pas aussi africains. Donc, il faut aussi qu'on le sache. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Moi, tant que on vous dit, je ne sais pas moi, mangue de Côte d'Ivoire ou mangue du Burkina Faso et que ce soit vraiment fait au Burkina Faso et que ça rapporte de l'argent aux gens du Burkina Faso. Donc maintenant, qui a l'entreprise, à la limite, c'est pas que ça m'importe peu, mais il faut que l'agriculteur puisse vivre décemment de ce qu'il produit. Donc, il y a une entreprise qui est là depuis plus de 30 ans, qui fait beaucoup dans les produits africains, surtout à Madagascar, au Sénégal et je crois un peu Bénin aussi, si je ne me trompe pas, c'est Racine. D'accord, ok. Ça, c'est une société qui existe depuis longtemps, ici en France, au pluriel, Racine, et ils ont ouvert une partie Racine Bio. Il y a des gens qui mettent en avant, par exemple, un produit, par exemple, comme le chef Pierre Thiam, qui a pris son bâton de pèlerin, et aujourd'hui, tout le monde, je pense dans le monde entier, parle du fonio. Ce n'est pas que les gens ne mangeaient pas le fonio avant, c'est pas ça. C'est qu'il a mis au devant de la scène. Donc, par exemple, Yolele Food, ça c'est sa marque, donc de Pierre Thiam. Voilà. Donc, il y a aussi plein de petites entreprises qui voilà. En France, par exemple, Bao, c'est la fille dont je parlais avec son frère, qui a 2 magasins et qui fait venir vraiment les produits des pays dans lesquels elle se rend pour travailler avec les agriculteurs. D'accord. Donc, moi, je ne vais ne pas parler de Zézoc. Moi, je travaille avec lui. C'est celui qui fait des épices au Cameroun. Donc, Zézoc qui fait des épices. Il y en a plein. Il y a Elie et Marjolaine qui fait des épices. Il y a Trésor d'Afrique. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font des épices. Hein, voilà. Pierre Thiam, le champion du fonio. Tout à fait. Zézoc s'écrit Z-E-S-O-K. Voilà. Elie et Marjolaine, ça c'est bon, vous avez bien noté. Trésor d'Afrique avec un K. Il y a de petits jeunes qui viennent de lancer une marque de fonio là maintenant qui s'appelle Ibemi Food aussi. Le fonio doit venir du Burkina Faso. Donc il y a vraiment, il y a Poulo Bénin qui fait des choses aussi sur des céréales. Il y a les confitures de Jessica au Petit Pot de Logoué au Gabon. Vraiment, il y a beaucoup de gens. Joe et Avril.
Joe et Avril et de Nathalie qui fait beaucoup d'épicerie fine avec nos produits. Il ne faut pas que j'oublie, il y a beaucoup tellement Ouais, il y en a tellement. il faut pas que je les oublie. Donc, voilà. Avant de passer aux questions de tout le monde, je voudrais demander si vous avez des projets au Cameroun. Est-ce que vous avez des projets de traiteurs ou d'événements au Cameroun? Est-ce que vous avez envie de rentrer un petit peu pour vous frotter un peu voilà, à l'ambiance camerounaise, faire des petits plats là-bas, ou c'est pas dans vos projets du tout? J'ai des projets pas seulement au Cameroun. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire aussi? Ah non, je parle du Cameroun, non, mais en Côte d'Ivoire, vous êtes la bienvenue, hein, avec grand plaisir. J'ai des projets et j'ai des envies. Voilà. D'accord. Je vais commencer par mes envies. J'ai envie de connaître la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis clairement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce webinaire. J'ai des envies voilà, parce que j'ai déjà discuté avec quelques personnes ivoiriennes. J'ai des envies. C'est un pays qui a beaucoup, beaucoup aussi de nourriture. Ouais. Je sais que je passe le temps à parler de mon pays, le Cameroun. Mais non, mais c'est normal. Il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai des envies et même des projets, cette fois au Sénégal. Parce que, bon, je n'ai pas évoqué une de mes amies qui est à son cuisine à Statoumbaï, donc qui met en avant dans son petit restaurant au Sénégal les produits locaux. Et qui vend aussi, qui a une épicerie fine, une toute petite, dans un coin du café-restaurant, qui met en avant les producteurs locaux. Donc, c'est la même chose que BMK, par exemple, fait ici en France, qui a tout un pan de mur qui met en avant l'épicerie fine locale. Locale des pays africains. Ouais, des pays africains. Il y a des gens qui ont des projets. Je l'ai oublié, il y a Sonia, qui est ivoirienne d'ailleurs, qui a un super projet en fin d'année de marché digital, voilà, de mise en avant des produits africains et aussi des chefs, des restaurateurs, des blogueurs, voilà, des gens de l'écosystème culinaire. C'est génial. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle Black Culinaria. Il y a vraiment il y a plein de choses à faire en fait. Il y a des gens qui travaillent. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, quoi. Donc, j'ai des envies, j'ai des projets. Au Cameroun, au Cameroun ou ailleurs, hein, j'aimerais faire des ateliers, aussi bien avec les entreprises que les particuliers. J'aimerais faire des restaurants éphémères. J'aimerais avoir des partenariats, des collaborations. J'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'aimerais que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et ailleurs. J'aimerais travailler autour de mon livre, j'aimerais faire des dédicaces, j'aimerais faire des recettes qui sont dans le livre, d'événements, bref. Mais c'est ouvert, hein. Faites-moi aussi des propositions quand même. Ça va venir, ça va venir. Jean, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas entendu. La prochaine dédicace, on la fera à Abidjan. Oh là là! Ah ben, je viens au courant, là. On planifie ça. C'est ça. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est ça, quoi. C'est une synergie, c'est travailler ensemble. Ensemble, exactement. On travaille ensemble, qu'on se marche sur les pieds. Exactement. En fait, quand on travaille ensemble, on se donne la lumière. Et on se donne de la force aussi. Ça permet que les gens qui me connaissent vous connaissent, les gens qui vous connaissent me connaissent, et en fait, on multiplie notre réseau. C'est tout. Exactement. C'est ça aussi le but de Ouj. Donc, c'est pour ça, c'est génial en fait. Donc, c'est pas dire je vais faire les petites choses dans mon coin. Non. Parce que, comme quelqu'un m'avait dit un jour, vous pouvez être le plus grand chef de tous les grands chefs du monde. Il y a des endroits, quand vous irez, on s'en foutra. Oh là là, je m'exprime mal. On ne voudra pas savoir, désolé, je parle pas souvent comme ça. On ne voudra pas savoir si vous êtes grand chef ou pas grand chef. Il y a des gens, si vous vous humiliez ou vous parlez mal parce que vous êtes noir, ils ne demanderont pas votre carte d'identité. Donc, si vous pensez que vous allez regarder les autres de haut parce que vous êtes arrivé, non, il faut oublier. C'est vrai, complètement. Donc,
Alors, il nous reste 10 petites minutes. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Et aussi une partie que j'ai pas, deux parties que j'ai vraiment pas dites de mon travail. D'accord. Mais au départ, l'une des parties vient du blog parce que comme je parlais de produits, mais je parlais de produits sans donner le nom des marques en fait. Oui. Donc, de temps en temps, je travaille avec des marques pour créer des recettes pour de leurs produits. Ça, c'est une chose. D'accord. Et puis, l'autre partie qui est plutôt venue parce que quelqu'un me l'avait demandé, j'avoue que j'ai mis 2 ans à accepter ça, c'était que quelqu'un m'avait dit, j'adore ta façon de présenter les plats et tout ça, et si tu peux me donner les cours de dressage, j'avoue que je suis tombée à la renverse, parce que c'était un chef. C'est pour ça que je dis que on peut être chef, après, il y a tout un parcours. Moi, par exemple, je pense que le dressage vient du fait que j'ai une mère qui a toujours dressé les plats, ce qui n'était pas toujours le cas dans les familles africaines. Ma mère n'a jamais mis riz, sauce, machin, prenez à manger. Jamais. Il fallait que ce soit bien présenté. Donc, quand je suis arrivée à l'école hôtelière, je me suis fait remarquer par mes dressages, en fait. Parce que c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. C'est pour ça que je dis on ne connaît pas le background des gens, en fait. On ne connaît pas. Donc, ces parties-là, c'est partie de consultation culinaire qu'on peut faire sur place ou à distance. Voilà, c'est aussi quelque chose que je fais. D'accord. C'est bien noté. C'est très, très bien noté. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Maïmouna pour poser les questions des internautes. D'accord. Chef Angoulé. Vous me suivez? Ah oui, oui, on est là, on vous écoute. D'accord. Il y a Paola qui dit ceci. Elle voulait savoir. Oui, elle voulait savoir pour ceux et celles qui n'aiment pas faire la cuisine, mais qui adorent ce que les chefs font. Comment faire pour déguster leur création? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a l'Instagram, il y a des blogs, c'est bien beau, mais comment arriver à obtenir ce qui est derrière tout ça, en fait? Alors, déjà, si elle a parlé de chefs en général, il y a des chefs qui ont des restaurants. Elles partent dans le restaurant, elles dégustent ce qu'ils ont. Maintenant, pour ceux qui font des recettes et qu'on voit seulement sur Instagram ou dans les blogs, il y en a pour qui c'est un choix. Point. Ils feront toujours ça, peut-être toute leur vie. Il y en a, comme moi, pendant longtemps, pour moi, c'était un choix. Je partageais comme ça. Mais je suis aussi professionnelle maintenant de la cuisine. C'est pour ça que je parlais de synergie entre les gens. J'ai fait des brunchs avec Tiffany qui a le restaurant qui s'appelle Aphrodisiaque, qui est dans le 2e à Paris. Voilà. J'ai fait des ateliers et après lesquels on a mangé chez BMK. Donc, ça veut dire que je peux organiser toute seule ou avec d'autres des événements éphémères pour pouvoir faire goûter à ce que je cuisine. Je propose aussi de temps en temps, donc si Paola est en France, une offre de brunch certains dimanches que je peux livrer ou que quelqu'un peut venir chercher. D'accord. OK. Combien vous a coûté votre site Internet? Je n'ai pas entendu. Combien vous a coûté votre site Internet? Ah, combien m'a coûté mon site Internet? Oui. Alors, je vais plutôt dire combien il va me coûter. Parce qu'il ne m'a pas coûté grand-chose jusqu'ici, mais il va me coûter. Il va me coûter parce que comme je voudrais l'upgrader, le rendre un peu plus responsif, plus rapide, plus facile à consulter plutôt sur le téléphone, puisque je vais y mettre une partie prestation payante. Là, il va me coûter, je ne sais pas combien, je suis en train de faire des devis. Mais jusqu'ici, depuis que j'ai mon blog depuis 5 ans, ce qui me coûte, c'est quoi? Ce qui me coûte, c'est le nom de domaine, envolégourmande.com. Oui, c'est ça, j'ai expliqué responsive qui s'adapte à l'écran, surtout l'écran du téléphone. Tout à fait, c'est ça que j'ai expliqué. Oui, donc envolégourmande.com, j'ai envolégourmande.fr aussi, je ne sais plus quel autre nom. Donc, ces noms-là doivent coûter dans les 10 € par an.
le nom de domaine. L'hébergement OVH pour mon site, ça doit peut-être faire 28 € par an. Donc, ça fait 38 €. WordPress, je ne sais plus combien. Peut-être 28 aussi. Donc, ça ne m'a pas coûté plus de 50 €. Plus, je peux dire, le dépannage de la personne qui m'a aidé à faire l'ossature, parce qu'on avait déjà fait quelque chose avec ma fille, un site gratuit, avec des templates des habillages gratuits. Et la personne m'a dit non, prenez un habillage payant. J'ai payé peut-être 15 €. Et il m'a aidé à monter ça et je lui ai donné pas grand-chose. Donc, disons que ça ne m'a pas coûté plus de 100 €. Mais il va me coûter peut-être 5 fois plus aujourd'hui parce que je vais bien le sécuriser puisqu'il y aura des paiements à faire dessus, puisqu'il y aura une boutique. Bon, c'est aussi d'autres projets dont je n'ai pas parlé. Il y a peut-être des produits que je vais sortir aussi. Donc, là, il va me coûter un peu plus cher. Mais pour le moment, pas grand-chose. OK. Est-ce que aviez-vous des compétences dans le digital avant de vous lancer en volet gourmand? Aucune compétence, j'en ai toujours pas. Il y a des gens qui travaillent très bien pour ça. Je n'en ai toujours pas. Mais au moins, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis libre d'écrire ce que je veux. Donc, j'ai mes compétences dans l'écriture. Je suis libre. Je sais aussi comment mettre mes publications, mes textes et tout ça. C'est ça que j'ai appris en fait. À les mettre, mais bon, si moi je sais le faire, tout le monde peut le faire. Hein, oula. Donc, je ne sais pas monter de site internet. Non, rien. Je ne sais rien faire. Et puis pour Instagram, j'apprends, je me trompe, je demande à ma fille, je continue. Voilà. Je n'ai aucune compétence en matière digitale, mais j'adore ça. Mais je ne suis pas une technicienne du tout. Il y a des techniciens qui sont très bons pour ça, mais publier, mettre des photos, après on regarde comment ça se passe. Hein. J'avoue qu'on n'a pas besoin, en tout cas, de compétences particulières pour ce qui me concerne. Mais je ne connais rien en digital avant de me lancer. Non, rien. Et ce qui me plaît dans le digital, c'est quoi? C'est ça, l'interaction. Vous êtes à Abidjan, je suis en France, c'est ça qui me plaît aussi dans le digital. C'est l'interaction. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Oui. Beaucoup. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, il y a des livres que j'aimerais sortir par thématique. Il y aura des livres du blog aussi. Parce qu'il y a beaucoup de recettes dans le blog. Mais, par exemple, ma belle-mère, elle aime bien ce que je fais, mais elle ne va plus dans mon blog. Elle ne va plus sur mon blog. Mais je suis sûre que si je sortais un livre qui prend certaines recettes du blog, elle achèterait et l'offrira à ses amis. Et puis, j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est aussi un livre, mais qui sera un livre en duo. Et qui est au-delà des recettes. Voilà. C'est même pour moi un livre sur l'ethnologie, sur l'archéologie des produits. On verra. C'est un projet qui me tient à cœur. Okay. Paola demande sera en replay. Oui, le live sera disponible sur Facebook. D'accord, ok. D'accord. Je voulais revenir un peu. Je voulais revenir un peu sur le titre de votre livre, Mon imprécis de cuisine. Oui. Je voulais savoir. On peut trouver à Abidjan. Enfin. Oui, à FNAC, non? Je crois. C'est ça, à la FNAC, oui. Oui. Non, je vous envoie le lien. Ok. Je voulais savoir pourquoi ce titre exactement pour ce livre. Je l'ai expliqué rapidement là tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a beaucoup de recettes pour lesquelles je n'avais aucun modèle, des recettes que j'ai créées. Donc, je les ai créées dans l'imprécision. Donc, c'est imprécis de cuisine, mais j'ai quand même barré le IM, du moins la moitié du IM pour montrer que d'imprécision en imprécision, je suis quand même arrivée à une précision, sinon je n'aurais pas fait le livre, quoi. Mais c'est surtout pour ça, parce que j'ai tâtonné, j'avais pas de modèle. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est pas difficile pour vous de faire parvenir les ingrédients, les condiments depuis le Cameroun? Depuis le Cameroun, vu les
les temps de la pandémie, tout ça? C'est difficile, c'est difficile. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec Bao, parce que Bao, elle a d'autres moyens, puisqu'elle a 2 grands magasins, voilà. Mais c'est difficile. Oui. Voilà. Et le livre aussi, c'est très difficile de le faire parvenir dans les pays africains. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal. D'accord. Comment vous faites la promotion? On va arrêter, en fait, on a dépassé notre temps, en fait. On est à 1h06. Si vous pouvez juste nous mettre le lien pour le livre, Nathalie, s'il vous plaît. OK. Oui, on a besoin de ça, franchement. Donc, je vous enverrai le lien, parce que j'ai le livre à Abidjan. D'accord. Donc, on attend le lien avec impatience. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci pour votre temps. Et on espère vous voir très bientôt à Abidjan. On espère vous voir bientôt à Abidjan, vous accueillir bientôt. J'espère. J'espère qu'on pourra... J'espère. Merci à Chef Oufoué aussi pour sa participation. Ah oui, Chef Oufoué, merci. On va venir à San Pedro. Je vous en prie.